Bonsoir, je m'appelle Josée Martel et au nom de la Fédération des parents francophones de Colombie-Britannique, je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire animé par notre invité, Maître Mark Power. Bonsoir, Monsieur Power. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Ça fait plaisir. Bon, alors laissez-moi vous présenter notre invité de ce soir. Maître Mark Power concentre sa pratique sur le litige, le droit constitutionnel, les droits linguistiques, le droit de l'éducation et le droit administratif. Il a joint la firme Enan Blakey en 2003, après avoir été auxiliaire juridique auprès de l'honorable juge Michel Bastarache à la Cour suprême du Canada. Il enseigne aussi à la faculté de droit de l'Université d'Ottawa. Maître Power est originaire de la banlieue de Toronto. Il a fait ses études élémentaires et secondaires en français à Scarborough, North York et Ottawa, avant de poursuivre ses études universitaires à l'Université d'Ottawa et à l'Université de Carleton. Maintenant, je cède la parole à Maître Power et je vous retrouve plus tard pour la période de questions. À plus tard. Merci. Bonsoir. Merci d'être à l'écoute. Je n'ai pas l'habitude d'avoir un PowerPoint. En fait, c'est l'une des rares fois que j'en ai un. Et c'est surtout grâce à mon ami et collègue, Maître Maxime Vincelette, qui travaille avec moi ici à Vancouver sur le dossier de la Fédération des parents, du Conseil scolaire francophone et des parents co-demandeurs, qui porte justement sur le droit à l'éducation en français ici dans la province. Et donc, quand la Fédération m'a invité à donner ce webinaire, c'est avec plaisir que j'ai accepté, étant donné que bon, c'est un sujet qui me tient à cœur, un sujet qui a fait l'objet de plusieurs articles et recherches de ma part, mais c'est surtout un sujet qui m'occupe, qui nous occupe, Maître Vincelette et moi, depuis déjà plusieurs mois. Donc, j'aimerais dire quelques mots au sujet de la communauté francophone de Colombie-Britannique, donc une communauté qui tranquillement m'adopte parmi les siens. J'aimerais ensuite dire certaines choses au sujet du contexte qui a mené à l'adoption de la garantie constitutionnelle qui donne le droit aujourd'hui à l'instruction en français dans cette province. Et puis, dans un dernier temps, j'aimerais dire quelques mots au sujet de la mise en œuvre de ce droit dans la province et donc tracer ou faire le portrait, du moins sommaire, de l'état de la situation dans la province. Bien sûr, ma présentation est générale et donc pour les juristes avertis qui pourraient m'écouter ce soir, pour les parents très impliqués dans la mise en œuvre du droit à l'instruction en français chez eux, bien, il risque d'y avoir peu ou pas de nouveau. Et je vous avertis immédiatement. Le but de ma présentation, c'est surtout de diffuser des connaissances de base, mais quand même importantes, au sujet de vos droits ici dans la province, dans le but d'essayer de vous outiller, au moins en partie, dans vos démarches à travers la province, visant à transmettre langue et culture française aux prochaines générations. C'est de cela, évidemment, dont il est fondamentalement, dont il est question. Bon, bien, comme vous le savez mieux que moi, on trouve 4,6 millions de personnes en Colombie-Britannique. Ce qui est important, par contre, et ce qu'on oublie parfois, c'est que 66 000 personnes ont le français comme langue première. Et de ces personnes-là, 16 000 parlent le français régulièrement, ou parlent le français en tout cas à la maison. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Et on oublie souvent dans l'Est du pays à quel point la Colombie-Britannique, oui, c'est une province multilingue, multiculturelle, mais c'est aussi une province qui est quand même très francophone. Parce que, bon, en ce moment, cette année scolaire, c'est l'année 2013-2014, plus de 5200 étudiants sont dans les écoles du Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique. Combien d'écoles? 38. C'est beaucoup. 38 écoles, 5200 étudiants. Les effectifs, donc le nombre d'étudiants inscrits au Conseil scolaire francophone sont à la hausse. Ils sont à la hausse depuis régulièrement
depuis déjà presque une dizaine d'années. En fait, c'est l'un des, si pas le conseil scolaire qui connaît la plus forte croissance de ses effectifs en province. Donc, avant d'aller plus loin, il serait important, selon moi, de définir certains termes et surtout de définir de quoi exactement il est question quand on parle du conseil scolaire francophone et quand il est question d'instruction en français. Donc, il y a trois sortes d'instruction. La première façon retenue ici en Colombie-Britannique pour transmettre le français à la prochaine génération, c'est bien sûr, c'est l'évidence même, c'est d'enseigner le français dans les écoles de langue anglaise. Et donc, certains connaîtront cela comme des cours de Core French, c'est-à-dire des cours de base de français offerts par des conseils scolaires anglophones, souvent malheureusement par des enseignants, par des enseignantes anglophones, à l'intention, bien sûr, d'anglophones ou d'allophones qui sont intéressés, qui devraient bien sûr avoir au moins une certaine base en français. Pourquoi? Bien parce que le français demeure quand même l'une des langues officielles du Canada. Donc, au départ, retenons qu'on enseigne quand même le français dans les écoles de langue anglaise à l'intention des anglophones. La deuxième façon retenue ici dans la province pour transmettre le français, c'est par le biais de programmes qu'on appelle d'immersion. Donc, d'immersion en langue française. Bien, le nom lui-même suggère de quoi il est question. La logique étant, bien, si on prend des enfants et on les fait passer plusieurs heures par jour dans un environnement francophone ou dans un milieu francophone ou quasi francophone, bien, certains disent que ces enfants devraient retenir, devraient apprendre une bonne base en français. Le problème, l'enjeu, c'est que ces programmes d'immersion sont vraiment fondamentalement des programmes destinés aux anglophones, mais traduits vers le français. D'abord. Ensuite, ce sont des programmes offerts par la majorité anglophone. Et enfin, ce sont des programmes qui sont surtout destinés aux anglophones, aux allophones, qui souhaitent avoir bien plus qu'une base en français, qui voudraient idéalement pouvoir converser dans cette langue une fois adultes. L'ennui, eh bien, il y en a quelques-uns. Le premier, c'est qu'il y a très peu de place dans les programmes d'immersion en Colombie-Britannique. C'est peut-être bon signe que ces programmes soient tellement populaires. Mais l'ennui plus fondamental et plus fondamental étant donné le sujet de ce soir, c'est que les programmes d'immersion n'ont pas pour objectif de transmettre là où les cultures francophones d'abord et ensuite les programmes d'immersion jusqu'à maintenant, selon les études, ne réussissent pas à transmettre à véritablement faire des enfants des francophones, à faire en sorte qu'ils soient à l'aise une fois adultes dans cette langue. Et donc, ça m'amène donc à la troisième façon retenue ici pour transmettre le français. C'est le sujet de la présentation ce soir. Bien, ce sont les programmes du Conseil scolaire francophone ou les programmes offerts dans les écoles du Conseil scolaire francophone. Donc, de quoi est-il question? Bien, ces 38 écoles dont je parlais il y a un instant, écoles de langue française, ce sont des écoles qui enseignent toutes les matières en français. Ce sont des matières qui sont enseignées par des francophones, que ces gens-là soient natifs ou originaires du Canada ou d'ailleurs. Et ce sont des matières qui sont destinées surtout à faire ce sont des programmes qui sont surtout destinés à faire des enfants inscrits dans ces écoles, des enfants francophones, ou au moins des enfants qui vont s'associer à et vouloir se joindre et demeurer membres de la communauté francophone de la province. Donc, les écoles, j'expliquais, enseignent tout en français, à l'exception bien sûr d'une langue seconde ou d'une autre langue. Et donc, bien sûr, les cours d'espagnol, d'anglais ou autres sont enseignés dans cette langue. Mais exception faite de celle-là, tout se passe en français. Les affiches dans les salles de classe sont en français. Les annonces à l'intercom sont en français. Ce sont des îlots francophones dans une province qui, historiquement, était connue comme une province, selon certains en tout cas, comme une province anglophone.
je pense que ça m'amène donc à souligner tout particulièrement l'aspect culturel des programmes offerts par et dans les écoles du Conseil scolaire francophone. Parce qu'ici, il serait important, je crois, que je fasse une petite parenthèse. Bien sûr, le Conseil scolaire francophone offre des programmes de la maternelle à la 12e année, mais dans ces écoles, on va retrouver d'autres programmes, des programmes parascolaires, des programmes qui appuient, qui complètent les programmes offerts par le Conseil scolaire. Je parle de quoi? Bien des services de garderie, des services préscolaires, des services offerts aux parents après les heures de classe qui aident les familles à offrir à leurs enfants une expérience éducative complète à partir de la naissance presque, ou du moins des premiers mois de vie de l'enfant, jusqu'à ce que l'enfant soit prêt à se rendre ou à s'inscrire au collège ou à l'université ou à s'insérer dans le marché du travail. Bon, bien, dans ces environnements-là, que ce soit au niveau de la garderie ou au niveau des programmes maternels à la 12e année, bien, ces programmes, oui, sont en français, mais ont pour but de transmettre une culture, des cultures francophones. Et par ça, j'entends, je ne suis pas expert dans la matière, mais par ça, j'entends un attachement, un lien de proximité, un lien en commun avec les autres personnes qui parlent français, que ces gens-là soient ici dans la province, ailleurs au Canada ou ailleurs au monde. Donc, c'est pour cette raison-là, si le conseil scolaire existe, si ces écoles existent, si ces garderies existent aujourd'hui, c'est d'abord et avant tout en raison de quelque chose qu'on appelle l'article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés. Bien, qu'est-ce que cela? Qu'est-ce que ça mange en hiver? La première chose à retenir, c'est que l'article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés, ça existe depuis quand? Depuis 1982. Qu'est-ce que c'est? Bien, ça fait partie de ce qu'on appelle la loi suprême du Canada. Ça fait partie de la loi qui l'emporte, qui est plus importante que toutes les autres lois du Canada, et donc qui nécessairement impose des obligations positives d'agir aux gouvernements provinciaux et territoriaux. C'est une disposition qui force les provinces, qui force les territoires à penser, à veiller aux intérêts de leur minorité francophone, de leur communauté francophone en situation minoritaire, mais c'est également une disposition qui exige que ces gouvernements dépensent de l'argent pour voir à la transmission de la langue et de la culture. J'y reviendrai, je crois, dans quelques instants. Donc, l'article 23 fait partie de la loi suprême du Canada, exige que que les provinces et les territoires posent des gestes positifs, bien lesquels, bien les provinces doivent créer des systèmes, créer des réseaux éducatifs qui réussiront. Dans les faits, il faut bien plus, selon les tribunaux, que des paroles vides de sens ou des promesses faites peut-être trop facilement ou non respectées. Bien, ça exige qu'on crée des systèmes qui vont permettre de contrer l'assimilation linguistique et culturelle, donc qui vont permettre de mettre fin à la disparition progressive des communautés francophones ici en Colombie-Britannique, mais qui vont également appuyer leur développement. Pourquoi est-ce que cette disposition existe? Pourquoi est-ce que la loi suprême du Canada parle de droits pour les francophones en matière d'éducation en Colombie-Britannique et ailleurs d'ailleurs? Et ici j'ouvre une petite parenthèse pour dire que si ces droits existent en Colombie-Britannique et ailleurs au Canada, c'est parce que en 1982, il y a déjà de cela quelques années, on voulait également faire la même chose au bénéfice des anglophones au Québec. Donc au Québec, l'article 23 exige que l'Assemblée nationale finance un réseau d'écoles publiques de langue anglaise. Bien, la contrepartie de cela, c'est qu'à Kelowna, à Prince-George, à Victoria, ici à Vancouver, le gouvernement provincial, lui, en geste de solidarité avec les autres provinces et territoires, bien, finance les écoles de langue française. Bien, si c'est comme ça, c'est parce que les gens qui ont rédigé la Constitution, la loi suprême du Canada, voulaient
corriger ce qu'ils percevaient, ce qu'elles percevaient comme des erreurs, comme des torts historiques, comme des problèmes historiques qu'il fallait d'abord reconnaître et ensuite, une fois reconnus, tenter de régler. Bien, ça m'amène donc à la prochaine fiche. De quoi est-il question quand on parle de tort historique? Bien, imaginez-vous que au 19e siècle, le français était la langue non autochtone la plus répandue en Colombie-Britannique. Et donc, aujourd'hui, une province qui se présente souvent comme étant multilingue ou même vraiment anglophone, mais les racines britanno-colombiennes sont francophones. Historiquement, la Colombie-Britannique, du moins en termes de langue européenne ou non autochtone, était une province francophone. C'est un visage ou un aspect de la province qui est souvent ou qui a longtemps été caché. Et l'un des objectifs de l'article 23, c'est d'essayer de dépoussiérer les racines francophones de la province et de leur donner un nouvel élan. Au-delà du simple fait que les gens parlaient français en Colombie-Britannique en majorité au 19e siècle, bien, il existait pendant longtemps des écoles de langue française en Colombie-Britannique. Pas plusieurs, la plupart, sinon toutes, étaient catholiques, donc confessionnelles, mais le fait demeure que la communauté historique francophone de la Colombie-Britannique s'était dotée de quelques institutions éducatives, surtout élémentaires. Ce sont des institutions qui se sont affaiblies. Au fil des ans, la plupart d'entre elles ont disparu, mais un autre objectif de l'article 23, c'est de redonner à cette communauté un accès à l'instruction dans sa langue, étant donné que cela avait été jugé tellement important il y a déjà tellement longtemps. Et la troisième et dernière note historique que je voudrais souligner, c'est qu'avant que la Constitution prévoit ou inclut l'article 23, c'est à compter de 1982, bien la province, ici en Colombie-Britannique, avait quand même déjà essayé de répondre à certains besoins de la communauté. Et c'est pendant les années 70 qu'elle a créé ce qu'on appelait le programme cadre de français. Et c'était un programme qui était, selon plusieurs, destiné aux francophones, qui était censé transmettre la langue française aux enfants. Il y avait par contre plusieurs problèmes. Ces programmes-là étaient offerts pour la très grande majorité depuis des écoles de langue anglaise. Donc, il était question d'une salle de classe ici ou là dans un environnement très anglophone. C'était des programmes dont l'accès n'était pas limité aux francophones, et donc c'était des groupes souvent hétérogènes, des environnements donc bilingues, et qui dit bilingue souvent malheureusement dit anglophone. Et c'était également des programmes qui n'avaient pas d'aspect culturel, donc qui ne tentaient pas nécessairement ou qui n'avaient pas comme mission première de transmettre les cultures francophones, mais bien plutôt et surtout la langue française. Donc, c'est dans ce contexte qu'on peut ou qu'on devrait, à mon sens, s'interroger un peu plus sur les droits qu'ont les gens ici en Colombie-Britannique en matière d'instruction, d'éducation en langue française. Et donc, avant de parler du contenu de ces droits, parlons pour un instant des titulaires de droits. Donc, qui a des droits en vertu de cette loi suprême du Canada? Eh bien, il y en a au moins 3 catégories. La première catégorie est composée de gens dont le français est la première langue apprise et toujours comprise. Ce sont les citoyens canadiens qui ont appris le français comme première langue, que ce soit parce que, leur mère au foyer leur parlait en français, que ce soit parce que les grands-parents leur parlaient en français. Mais le premier critère est celui de la première langue apprise et toujours comprise des citoyens du Canada. La deuxième catégorie est composée de gens ou d'enfants de gens dont l'instruction primaire s'est faite en français.
Donc, concrètement, il est question de quoi? Bien, il serait question de quelqu'un qui a réussi, qui a complété son instruction primaire en français dans une école de langue française à Ottawa, par exemple, ou plus communément, disons, peut-être à Montréal ou à Québec, qui déménage en Colombie-Britannique. Bien, cette personne, du seul fait qu'elle était inscrite dans une école de langue française, disons à Cap-Rouge, par exemple, aujourd'hui, en Colombie-Britannique, a le droit d'inscrire son enfant dans une école de langue française. Et la troisième catégorie de titulaires de droit est composée de parents qui ont réussi à inscrire leurs enfants dans une école de langue française. C'est-à-dire que, sans égard à la première langue apprise, sans égard à la langue d'instruction au niveau primaire, un parent dont un enfant est inscrit dans une école de langue française devrait pouvoir y laisser son enfant, devrait pouvoir y faire inscrire les frères et les sœurs de cet enfant-là et devrait pouvoir continuer à bénéficier du système francophone, même si la famille devait être mutée ailleurs au Canada. Donc, c'est une troisième catégorie qui vise à préserver l'intégrité familiale et le choix ou le parcours scolaire des enfants choisis par les parents. Donc, comme je le soulignais, c'est quand même une présentation sommaire. Donc, il existe au moins 3 catégories de gens qui ont le droit d'inscrire leurs enfants dans des écoles de langue française. Ce sont des gens qui sont des ayants droit, c'est le langage retenu par plusieurs. Bien, quels sont les droits de ces gens? Bien, il y en a quelques-uns. Le premier droit, c'est évident, vous l'avez déjà deviné, c'est le droit, et je l'ai déjà dit d'ailleurs, c'est le droit d'inscrire les enfants dans des programmes d'instruction en langue française. Donc, c'est le droit à ce que les enfants reçoivent une instruction en français. Mais il y a bien plus que cela. Le deuxième droit est celui à des écoles. Donc, à Vancouver, pour parler d'où je suis en ce moment, l'article 23 donne non seulement le droit à ce que les enfants soient instruits en français, mais que cette instruction soit reçue dans les écoles de langue française, dans les écoles distinctes des écoles de langue anglaise et non rattachées et non partagées avec les anglophones. Ces écoles-là, dans un troisième temps, doivent être gérées. Ces programmes d'instruction doivent être gérés, contrôlés, administrés par des francophones. Donc, c'est cette fameuse idée du par et pour. L'article 23 a pour but de créer un système francophone, un système d'éducation en langue française géré par des gens qui parlent français au bénéfice de gens qui parlent français. Et enfin, l'article 23, c'est une disposition de la Constitution qui est imprégnée de cette idée d'égalité. Donc, elle a pour objectif de placer la communauté francophone sur un pied d'égalité, sur un véritable pied d'égalité avec la communauté anglophone. C'est donc pour dire que les francophones à Victoria, qui ont accès à une très belle école, l'école Victor Brodeur, bien ont droit à cette école. C'est pas par accident qu'ils se retrouvent dans un très bel édifice. Ils ont droit à quelque chose d'au moins aussi beau, à des écoles au moins aussi belles que ce dont disposent les anglophones. Mais cette égalité doit être réelle. Cette égalité doit être une égalité dans les faits. Et donc, pour demeurer un instant de plus à Victoria, avec l'exemple de Victor Brodeur, bien, dans la mesure où les anglophones ne sont pas 100 ou 200 élèves au-delà de la capacité de leur édifice, dans la mesure où les anglophones n'ont pas à voyager pendant des heures ou des quarts d'heure pour se rendre à leur école, bien les francophones, eux non plus, dans la mesure où ils sont concentrés ou suffisamment concentrés, les francophones, eux non plus, ne devraient pas être assujettis à ce genre de traitement, ont droit à bien plus que cela. Le droit, selon plusieurs, qui est le plus intéressant, l'aspect de l'article 23 qui est le plus intéressant selon plusieurs, est cette fameuse idée de gestion et de contrôle. Et pour revenir, ça me permet de revenir donc à l'existence même du Conseil scolaire francophone, mais aussi des autres budgets qui sont gérés depuis et au bénéfice de ces écoles. Mais ce n'est pas par accident que le Conseil scolaire francophone existe, c'est parce que les tribunaux du Canada ont conclu que les francophones ont droit de gérer et de contrôler les budgets affectés à l'éducation. Ils ont droit de décider qui embaucher,
qui placer dans les salles de classe. Ce n'est pas la majorité qui devrait décider qui enseignera la classe de maternelle l'année prochaine à Chilliwack. C'est la communauté francophone qui le décide. C'est aux francophones également de décider quel cadre retenir, donc le personnel administratif nécessaire pour appuyer les programmes éducatifs. Et bien sûr, c'est aux francophones d'avoir un très grand mot à dire dans le curriculum, dans ce qui est enseigné dans les salles de classe, et donc de ce qui est fait avec et dans les écoles et avec les budgets affectés pour les fins d'éducation. Le dernier sujet que j'aimerais aborder, du moins brièvement, et c'est bien sûr le dernier sujet avant la période de questions qui s'en vient, si je comprends bien. Le dernier sujet que j'aimerais aborder est celui de la mise en œuvre de l'article 23 de la Charte, ici en Colombie-Britannique. Donc, c'est bien beau de parler de théorie, c'est bien beau de parler de droit dans l'abstrait, mais concrètement, qu'est-ce qui s'est produit dans cette province depuis 1982, donc depuis que les gens qui sont titulaires, qui sont ayants droit, ont commencé à bénéficier, ont commencé à jouir de droits en vertu de la Constitution. Bien, la réponse courte est en fait plusieurs, la majorité, j'imagine, qui m'écoutent en ce moment, en savent quand même beaucoup à ce sujet, et donc pourraient sans doute aider à compléter ma réponse. Bien, la réponse courte, c'est que la province de la Colombie-Britannique, malheureusement, a pris longtemps à agir. La première réaction de la province a été de dire bien que le programme cadre de français, ce fameux programme créé pendant les années 70, était suffisant. Et donc, l'un des premiers débats qui a eu lieu dans cette province pendant les années 80, au début des années 80, était celui de savoir si, les programmes cadres de français, cette quasi-immersion, offerte depuis des écoles de langue anglaise, étaient suffisantes. Et finalement, les parents ici n'étaient pas satisfaits avec la chose et ont décidé, pour la première fois en 1989, de saisir les tribunaux. Donc, ce sont des parents qui ont demandé à la Cour suprême de la Colombie-Britannique d'intervenir et d'abord de déclarer que l'article 23 de la Charte donne le droit à bien plus qu'un programme cadre, donne le droit à de vraies écoles gérées et contrôlées par la communauté, mais aussi des écoles véritablement égales à ce qui est offert en anglais. Et c'est face à cette levée de bouclier de la communauté francophone à la fin des années 80 que la province et le ministère de l'Éducation en particulier a commencé a bien réagi et a réagi comment? Bien en créant un groupe d'études qui était dirigé par M. Edgar Galland et qui avait pour mission de sonder en très grand détail la communauté francophone, mais de sonder également les anglophones, la majorité ici dans la province, pour identifier et mieux comprendre les besoins en matière d'éducation, mais aussi de prévoir un début de plan d'action pour un jour imaginer une véritable et pleine mise en œuvre de l'article 23. Là, ce groupe d'études a rendu un rapport, une série de rapports intéressants, sérieux, et qui avaient tous en commun, ou qui concluaient essentiellement que la province devait en faire bien plus et devait poser beaucoup plus de gestes positifs pour appuyer la francophonie ici dans ces démarches visant à transmettre langue et culture à la prochaine génération. Et donc, c'est dans la foulée de la diffusion du rapport de ce groupe d'études, ce Minority Task Force du début des années 90, c'est dans la foulée de ce rapport-là
que le ministère de l'Éducation, le Conseil des ministres en particulier, acceptera de créer le Conseil scolaire francophone. Mais là aussi, l'histoire n'est pas simple. À l'origine, il était question peut-être de créer 3 conseils scolaires francophones qui se répartiraient, qui se partageraient le territoire de la province. Finalement, la province n'a créé qu'un seul mini-conseil. Je dis mini parce que en 1995, quand il est créé, le conseil scolaire n'a le droit d'offrir des services que dans le sud et l'ouest de la province, donc le Grand Vancouver et Victoria, si je peux généraliser ainsi. C'est ce qui va notamment frustrer plusieurs parents. Une deuxième levée de bouclier a lieu et les parents retournent encore une fois en cours, encore une fois devant la Cour suprême de Colombie-Britannique. Et cette deuxième instance, ou en fait à la limite la reprise de la première instance, à tout événement, mène à une audience et mène à un jugement signé par le juge Vickers. Le juge Vickers, en 1996, d'abord constate que ce qui est offert en Colombie-Britannique à la communauté francophone ne rencontre tout simplement pas les exigences imposées par l'article 23. Donc d'abord, constat de problème, constat d'un écart entre justement cette théorie, ce qui est prévu sur le plan des principes par l'article 23, mais aussi ce qui est garanti dans les... ce qui est retrouvé sur le terrain. Et dans un deuxième temps, le juge Vickers déclare que la province doit en faire bien plus et l'invite finalement à passer à l'action, à répondre aux vrais besoins légitimes, selon lui, identifiés par la communauté. La province, que fait-elle? Bien, met sur pied un régime de médiation, met sur pied un régime qui a pour but, du moins sur le plan toujours théorique, de permettre au Conseil scolaire francophone d'exprimer ses besoins en matière de nouvelles écoles, au Conseil scolaire anglophone, ou plusieurs conseils scolaires anglophones, dans le but qu'une discussion peut-être franche, derrière porte fermée, puisse faciliter le transfert d'écoles de langue anglaise vers la communauté francophone. Bien, si ce mécanisme de médiation a vu le jour vers la fin des années 90, c'est parce que la communauté francophone était retournée voir le juge Vickers. Et le juge Vickers, en 1998, a rendu un deuxième jugement, dans lequel il avait conclu que la communauté francophone devait impérativement avoir accès à de bien meilleures écoles. La province, à l'époque, soutenait que certains des besoins de la communauté francophone pourraient être répondus en collaboration avec les écoles anglophones. La communauté francophone à l'époque avait répondu, bien peut-être, mais pour ce faire, il faudrait un système d'arbitrage, ou du moins un système qui permettrait d'exiger le transfert de certaines écoles, et non pas toujours les pires écoles, mais celles qui intéresseraient véritablement la communauté. Eh bien, c'est ce qui avait été demandé. Selon certains, à la lecture du jugement de 1998, c'est ce que le juge Vickers a exigé, mais à tout événement, ce qui est clair, c'est que le règlement de médiation qui voit le jour à la fin des années 90 n'est pas un règlement avec des dents, c'est un règlement qui, à la limite, exige que les gens se parlent, francophones et anglophones, et même là, le règlement s'est montré très mou et incapable même de forcer une discussion avec un conseil scolaire anglophone qui tient mordicus à éviter
la possibilité, même lointaine, que l'une de ces écoles devienne une école de langue française et soit transférée donc au conseil scolaire. Et puis quand je dis école, bien sûr, je parle de l'édifice, non pas des programmes. Donc, où en sommes-nous aujourd'hui? Bien, la communauté francophone, pendant une dizaine d'années, donc depuis la fin des années 1990 pendant une dizaine d'années, de la fin des années 90 jusqu'au début de 2010 essentiellement, pendant longtemps, c'est soit contenté de ce qu'elle avait ou pendant longtemps a cru les promesses faites par certains ici en Colombie-Britannique que leurs besoins seraient comblés en temps et lieu, ont espéré que les politiciens, que les cadres provinciaux, que les cadres du conseil scolaire sauraient répondre, sauraient trouver l'argent nécessaire pour répondre aux besoins de la communauté. Et malheureusement, si je suis maintenant peut-être un fils adopté de la communauté francophone de la Colombie-Britannique, c'est que malheureusement, ces souhaits-là, ces espoirs-là n'ont pas été... n'ont rien donné. N'ont rien donné dans le sens que, oui, il existe certaines nouvelles écoles en Colombie-Britannique créées pendant les années 2000, mais elles sont insuffisantes. Les belles écoles du conseil scolaire francophone sont pleines, sont trop pleines, doivent maintenant être accompagnées d'un plus grand réseau d'écoles nourricières. Victoria est un très bon exemple. Le Grand Vancouver en est un autre. Le deuxième problème, c'est que pendant les années 2000, malgré plusieurs communications avec le ministère identifiant les problèmes au niveau des vieilles écoles, au niveau des écoles mal situées, bien plusieurs de ces plaintes-là n'ont pas donné grand-chose, de sorte à ce que aujourd'hui la fédération, le conseil scolaire et puis des parents co-demandeurs demandent également de nouvelles écoles pour remplacer des écoles vétustes, pour remplacer des écoles mal situées. Et un troisième problème majeur qui perdure ici en Colombie-Britannique et que si vous êtes parent, vous comprenez le problème sans doute bien mieux que moi, c'est le problème du transport scolaire. Là, il est clair que les francophones s'inscrivent en bien plus grand nombre dans les écoles de langue française lorsqu'on facilite l'accès aux écoles de langue française. Bien, pourquoi? Bien, c'est évidemment pas parce que les francophones sont paresseux. Au contraire, le simple fait d'essayer de transmettre la langue et la culture française en Colombie-Britannique, c'est pas une tâche facile, vous le savez aussi bien, sinon mieux que moi. Et donc, pour essayer d'encourager les parents à inscrire leurs enfants dans les écoles de langue française, malgré les nombreux défis ici, bien, on a conclu que ça prenait un transport scolaire adéquat. Et par adéquat, j'entends non pas passer 1h45 des fois 1h30 en autobus scolaire jaune en route vers l'école de langue française, mais bien sûr un accès qui se rapproche, qui n'est peut-être pas identique, mais qui se rapproche à l'accès qu'ont les anglophones à leurs écoles de quartier. Et en ce moment, le conseil scolaire francophone offre le meilleur transport scolaire qu'il peut avec le budget qu'il a. Le problème, c'est que le budget est minime et donc cette poursuite dont je parle, qui est présentement devant les tribunaux, a pour objet de gonfler considérablement le budget en matière de transport, de sorte à ajouter un bien plus grand nombre d'autobus pour diminuer considérablement le temps de transport pour se rendre à l'école. Donc, cela complète l'essentiel de la présentation que j'avais préparée pour ce soir. Le sujet est vaste. J'espère avoir au moins effleuré les plus grands thèmes associés à l'article 23 de la Charte et donc à ce droit à l'instruction en français. Mais j'insiste, je n'ai qu'effleuré plusieurs de ces questions. Je pourrais continuer pendant longtemps,
mais bon, c'est pas la place. Et de toute façon, je pense qu'il est sans doute plus important de voir s'il y a certaines questions auxquelles je pourrais répondre. Donc voilà, merci de votre attention. Merci beaucoup pour cette présentation. Ça fait plaisir. Commençons tout de suite avec une première question qu'on a reçue. Alors, en lien avec l'article 23, comment cela s'applique-t-il pour les enfants de familles reconstituées? De familles reconstituées. Donc, je devine qu'il est question ici d'enfants dont les parents sont peut-être divorcés et, bon, ensuite reconstitués comme cela. Bien. C'est pas toujours facile, mais et jusqu'à maintenant, les tribunaux n'ont pas eu à composer très souvent avec la situation. Mais en pratique, le principe de base, c'est que un enfant peut être inscrit dans une école du Conseil scolaire francophone du seul fait qu'un seul de ses parents ait des droits en ce sens. En d'autres mots, il ne faut pas que les deux parents aient le français comme première langue apprise et toujours comprise, ou que l'un ait le français comme première langue apprise et l'autre ait fait ses études primaires en français. Un parent suffira pour que l'enfant soit inscrit. Et cette conclusion, ce conseil est important parce que cela veut dire que l'enfant peut ensuite être inscrit dans une école de langue française, qu'il habite chez le parent ayant les droits ou pas, que ce parent ayant les droits ait la garde de l'enfant ou pas, un parent suffira. Et à première vue, ce constat-là pourrait être peut-être un peu contre-intuitif, mais il est quand même important parce que en Colombie-Britannique, la grande majorité des foyers francophones sont en fait des foyers exogames. La grande majorité des francophones en Colombie-Britannique sont en couple avec un anglophone ou un allophone. Et donc, il va de soi, selon moi, mais selon plusieurs autres également, qu'un parent suffira. Et donc, ce qui amène donc à une autre question, c'est-à-dire comment appuyer le membre anglophone ou allophone d'un couple exogame, surtout quand la famille est, comment dire, ben vous avez utilisé l'expression reconstituée, quand ce parent-là n'est pas comment dire, justement, quand le grand amour avec le membre francophone a peut-être, c'est peut-être éteint, et donc ne peut pas bénéficier de l'appui pour les devoirs, pour l'appui scolaire. Voilà. Okay. Une autre question qui a rapport avec cette fois-ci, qu'en est-il des parents qui ont appris le français et l'anglais à l'enfance, mais utilisent plus l'anglais à l'âge adulte? Donc les enfants? Non, quand des parents, j'imagine, on vous dit, est-ce que ces parents-là qui ont appris, qui ont eu les deux langues à l'enfance, mais maintenant, alors comment sont-ils ayant droit ou non? L'exigence est que le français soit l'une des premières langues apprises et toujours comprises. Et donc, concrètement, un adulte aujourd'hui peut avoir deux premières langues apprises et toujours comprises. Et historiquement, on a souvent parlé de cette notion-là en parlant d'allophones. Donc, de gens qui s'identifient dans les recensements comme ayant le créole et le français comme première langue apprise. Mais, vous savez, à tort ou à raison, surtout depuis les 2 ou 3 derniers recensements, on commence à retrouver un nombre croissant de gens au Canada qui disent que le français et l'anglais sont leur première langue apprise. À l'origine, si ma mémoire est bonne, c'était surtout en Acadie, au Nouveau-Brunswick, ce phénomène de gens qui s'identifiaient comme étant bilingues, mais vraiment bilingues. Mais c'est un phénomène qui prend de l'ampleur également en Colombie-Britannique. La réponse, donc, juridique, technique, c'est que le français ne doit pas être, il n'est pas exigé que le français soit la première langue apprise et toujours comprise, exclusive. Oui. Il suffit qu'elle en soit l'une d'entre elles. Oui, c'est très clair. Maintenant, est-ce que le préscolaire est inclus dans l'article 23? Bien, la question n'est pas facile et donc la réponse n'est pas facile, mais voici la réponse courte pour l'essentiel. Le préscolaire est probablement inclus dans l'article 23
dans la mesure où les programmes préscolaires sont nécessaires pour que les programmes maternels à la 12e année fonctionnent. Je m'explique. Les enfants, plusieurs enfants qui ont droit d'être inscrits au Conseil scolaire francophone ont besoin d'être francisés, ont besoin d'aide avec l'apprentissage du français avant de commencer les études en tant qu'enfant inscrit à la maternelle. Et donc, plusieurs des programmes préscolaires ont surtout pour objectif de franciser les enfants. Et donc, dans la mesure où cela est nécessaire pour faciliter la transition vers la maternelle, bien, l'article 23 donne probablement certains droits à cet égard. Mais un droit à quoi? Un droit à une garderie, par exemple, payée aux frais de l'État, à une garderie de grand luxe à Kelowna ou à Nanaimo? Bien, peut-être que non, mais au minimum, l'article 23 donne probablement le droit au conseil scolaire de mettre à la disposition de la communauté des espaces dans ces écoles. Et d'abord, surtout lorsque les espaces sont excédentaires, mais l'article 23 permet probablement aussi au conseil scolaire de demander de plus grandes écoles, des espaces additionnels dans ces nouvelles écoles pour voir aux besoins de la communauté en matière d'éducation préscolaire. Si je réponds avec peut-être un peu plus de bémol qu'à d'habitude, c'est que la question très pointue du droit au programme préscolaire financé sur les fonds publics n'a pas encore été abordée directement par une cour d'appel jusqu'à maintenant. On souhaite que cela va se produire prochainement au territoire du Nord-Ouest et donc c'est à suivre. Bien, c'est intéressant parce qu'on a une question justement qui a rapport avec ce qui se passe ailleurs, peut-être dans d'autres provinces. On mentionne province, mais on peut englober les territoires. Est-ce qu'il y a d'autres poursuites ou causes comme celle de la Colombie-Britannique dans d'autres provinces? Il y en a, oui, il y en a beaucoup eu et il y en a encore. Vous savez, à ma connaissance, la première poursuite portant sur l'article 23 a été lancée le lendemain de l'entrée en vigueur de l'article 23. Donc, le 18 avril, si ma mémoire est bonne, le 1982 en Ontario. Et depuis ce temps-là, elles n'ont jamais vraiment cessé. Ce qui est particulier, c'est que la poursuite présentement devant les tribunaux en Colombie-Britannique est d'une envergure ou d'un ordre inhabituel, étant donné le nombre d'écoles demandées. Pendant les années 2000, en Nouvelle-Écosse, il y a cheminait un dossier qui s'appelait l'affaire Doucette-Boudreau, qui s'est soldé par une très grande victoire qui portait sur 5 écoles. À l'époque, la communauté acadienne et francophone de la Nouvelle-Écosse demandait 5 nouvelles écoles. Elle a obtenu ces écoles-là, mais bon, la poursuite présentement devant les tribunaux en demande au moins le double, sinon le triple. Pourquoi en est-il comme ça? Pourquoi en est-il ainsi? Pardon, bien, il y a une phrase, parce qu'on dirait que pendant longtemps, d'abord, la province a sous-estimé les besoins des francophones en matière scolaire. Pendant longtemps, on dirait que la province a fait la sourde oreille à certains de ces besoins-là. Mais enfin, parce que, et j'aurais peut-être pu commencer avec cela, la Colombie-Britannique accueille un très grand nombre de gens qui parlent français. Les gens quittent le Québec, quittent l'Ontario, quittent l'Acadie pour s'installer ici. La vie est belle, les emplois sont intéressants et donc les écoles sont peut-être un peu plus pleines qu'on ne l'aurait deviné il y a de cela 10 ou 20 ans. Et justement, une question qui ressemble un peu à ça, on demande est-ce qu'il y a eu des victoires ou certaines victoires de parents francophones ailleurs au Canada qui pourraient comme aider ou être des précédents par rapport à la cause qui se déroule ici? Oui, tout à fait. Le droit, l'une des raisons pour lesquelles j'aime mon métier et j'aime le droit, c'est que c'est comme un jeu de Lego ou un jeu de Tetris, si vous connaissez ce jeu-là du fameux Game Boy qui était populaire quand j'étais un peu plus jeune. Donc, le droit se construit, c'est-à-dire c'est qu'on prend un jugement qui sert de brique, on en prend un autre, on la place au-dessus, puis on continue à construire ou à bâtir sur les victoires, mais aussi, par contre, on subit parfois les conséquences de défaites
dans les autres provinces et dans les territoires. Donc oui, ce que revendique et ce que fait et ce qu'a fait la communauté francophone en Colombie-Britannique pendant longtemps ici, que ce soit au temps des jugements Vickers des années 90, que ce soit la démarche de la paix de Rose des Vents qui s'est soldée par une victoire importante qui a malheureusement été renversée en appel, que ce soit la démarche actuelle de la Fédération des parents, du Conseil et des parents co-demandeurs. Bien ça bénéficie bien sûr aux francophones ici, mais ça bénéficie également aux francophones ailleurs au pays. Mais c'est réciproque. Et donc, un peu plus tôt ce soir, je parlais du droit à la gestion et au contrôle. S'il a été reconnu, c'est en raison de 2 jugements, l'un en Ontario en 1984, un autre en Alberta en 1990. Et voilà, si le conseil scolaire existe aujourd'hui, c'est d'une certaine façon un petit cadeau que nous ont fait les Franco-Albertains et les Franco-Ontariens. On a pu s'appuyer là-dessus. Justement. Une autre question. Là où le nombre le justifie, ça signifie quoi pour le secondaire? Au secondaire, bien, ça justifie essentiellement ça signifie la même chose qu'à l'élémentaire. Cette expression de là où le nombre le justifie veut dire que le droit à l'instruction, mais surtout le droit à les écoles, dépend d'une concentration suffisamment grande d'élèves qui ferait en sorte que les services offerts sont justifiés. Par ça, j'entends quoi? Bien, je veux dire que pour qu'on construise une belle grande école secondaire à Vancouver, l'école Jules Verne, bien, il faut bien sûr qu'il y ait un nombre suffisant d'élèves pour justifier la chose. Et évidemment, le problème à Jules Verne, c'est qu'elle a été construite à côté d'une école élémentaire, mais bon, on souhaite tous que l'école Rose des Vents trouvera un nouveau chez-soi bientôt. Mais le fait demeure qu'il faut que le nombre d'élèves justifie un laboratoire scientifique suffisamment grand. Il faut que ça justifie bien peut-être une salle de théâtre, un gymnase respectable et ainsi de suite. Mais ce qui est important à retenir selon moi, et ce que je vous invite à retenir ce soir, c'est non pas le nombre d'enfants présentement inscrits à Jules Verne qui est le chiffre important. C'est certainement pas le nombre d'enfants inscrits à l'ancien Kitsilano High qui abritait Jules Verne avant que l'école soit construite, mais c'est bien le nombre d'enfants qui un jour pourraient être inscrits dans une école secondaire si d'abord elle voyait le jour, si ensuite elle était logée dans une école, dans un établissement au moins aussi bon que ce qu'ont les anglophones. Et donc, oui, souvent on va parler du fait que les communautés francophones, c'est pas uniquement en Colombie-Britannique, ont un problème de rétention au secondaire. Mais jusqu'à quel point est-ce que ce problème de rétention s'explique du fait que les écoles secondaires francophones, les quelques-unes qui existent, sont mal situées, sont mal équipées sur le plan des locaux spécialisés, de sorte à ce que tout enfant de 13, 14, 15 ans normal voudrait plutôt retrouver ses amis de quartier dans une école anglophone. Bien, ce sont des problèmes à surmonter et certainement pas, et c'est sur ça que je voudrais conclure, ce ne sont certainement pas des raisons de ne pas offrir à la communauté les écoles secondaires ou maternelles à 12 qui lui reviennent. C'est tout pour ce soir. Alors, j'aimerais encore une fois remercier notre invité, Maître Marc Power. Merci infiniment. De rien. Et merci à tous et à une prochaine fois, j'espère. Bonsoir. Bonsoir.